À Infomag ce soir, le GETAMI, Centraide-Outaouais lance un appel à la population et soirée dégustation de la Société d'histoire de Buckingham. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du mardi 1er mars 2016. Le GETAMI a lancé un livre jeudi dernier en conférence de presse à la salle de presse Vidéotron. Le livre intitulé « Le GETAMI de Hall, Histoire et raison d'être », écrit par Simone et Pierrot Lambert, donne la parole à des personnes qui, à leur façon, ont enrichi la vie du gîte et les gens qui en bénéficient encore aujourd'hui. On en apprend plus aussi sur les défis pour le personnel, les administrateurs et les décideurs. Cet ouvrage, publié chez Fides, est en vente dans les librairies, directement au GETAMI et bientôt sur leur site Internet. À noter que toutes les sommes amassées avec les ventes du livre reviennent à l'organisme. Pour plus de détails, on peut écouter Luc Villemer, le directeur général du GETAMI. Moi qui pensais me retrouver devant un livre qui allait être, l'histoire A plus B, à travers le temps de l'histoire d'une vie d'un organisme communautaire qui se développe, qui croît, qui connaît des difficultés. Je me suis retrouvé au contraire devant quelque chose d'épique, devant quelque chose qui est sujet à débat, qui est sujet à controverse. Et là, la lecture a commencé à m'intéresser comme si j'avais été un profane qui ne savait pas de quoi il s'agissait. J'y trouve vraiment un intérêt tout à fait particulier, singulier. Moi-même, je découvre des choses. Je pense qu'à travers un livre comme celui-là, c'est toute la région qui va prendre avantage d'une connaissance de qu'est-ce qu'on a fait à partir du moment où on a vu qu'il y avait du monde dans la rue qu'il fallait faire qu'on fasse de quoi. Toujours concernant le GETAMI, l'organisme s'est associé avec le syndicat des travailleuses et travailleurs du gîte pour dénoncer la fin des financements du gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte à la pauvreté. Au 31 mars 2016, ce sont près d'une vingtaine de projets et plus d'1 million de dollars en investissement qui seront perdus, mentionnait Michel Quijada de la CSN Outaouais. Pour le gîte, cela veut dire que dès le 1er avril, ce sera la fin du poste de jour créé la semaine pour permettre à des usagers de faire des démarches et ceux qui ne peuvent sortir pour des raisons de santé mentale ou physique de demeurer au centre. M. Villemer du gîte a acheminé une demande de soutien particulier au bureau de la députée de Hall, Maryse Gaudreault. À ce propos, on peut écouter M. Villemer. Bon, on est le 29 février aujourd'hui et le poste et le fonds va se terminer le 31 mars qui vient. En conséquence, ça laisse très peu de temps pour un retournement de situation. Je ne suis donc pas nécessairement optimiste quant au fait que nous allons éviter une rupture de service. C'est pris pour acquis que nous allons vivre une perte. Madame Lauriane Benoît est celle qui, malheureusement, perdra son poste le 1er avril et elle est inquiète de ce qui arrivera à cette clientèle très marginalisée. Voici Madame Benoît. Oui, c'est certain que je suis vraiment inquiète, puis ça me fait vraiment de la peine, tout ça, parce qu'on a bâti ça, on a créé des liens importants avec eux. Puis là, du jour au lendemain, ils se retrouvent à la rue, si je peux dire, durant le jour. Je suis inquiète aussi parce que s'ils ne viennent pas ici, est-ce qu'ils vont vraiment faire les démarches qu'ils auraient faites si on aurait été là? Est-ce qu'ils vont... Dans le fond, on les comme empêche de réaliser leur plein potentiel, dans le fond, d'aller où ce qu'ils voudraient aller. Là. Fait que oui, je suis vraiment inquiète, puis ça m'attriste beaucoup. Là. Donc, à 11h30 la semaine, toute personne séjournant au GETAMI devra être en mesure de quitter par ses propres moyens. Autrement, elle ne pourra être accueillie en séjour et devra être référée au service public. Nous avons demandé à M. Villemer si, avec toutes ces coupures, il y a certaines craintes pour le futur. On a mesuré et remesuré ad nauseam l'enjeu général de la gestion d'un refuge comme celui-ci et tous les bailleurs de fonds savent que les besoins pour faire fonctionner
une organisation de cette envergure, ça équivaut à 1,5 million, puis on roule avec 1 million. Donc, c'est le 500 000 qui manque chaque année, il est récurrent et on a fini d'arriver au bout de ce qu'on avait en réserve de liquidité. Malgré des contributions citoyennes et beaucoup de bienveillance, notamment de la part des Sœurs de la Charité d'Ottawa, par exemple, et de la donation, bien, et levée de fonds, c'est clair qu'on va devoir vivre d'autres diminutions de services en 2016. C'est incontournable. Aimeriez-vous connaître et surtout goûter aux recettes qu'utilisaient les cuisiniers des camps forestiers de la compagnie McLaren en 1906? Ce sera chose possible le 11 mars prochain lors de la soirée dégustation-conférence historique offerte au Café des artistes de la Lièvre en collaboration avec la Société d'histoire de Buckingham. Dans ce temps-là, pour obtenir les meilleurs employés, les compagnies forestières n'hésitaient pas à offrir des repas qui se distinguaient des autres chantiers afin d'attirer les bûcherons. Voici Michel Riberdy de la Société d'histoire de Buckingham. Oui, le 11 mars, qui est un vendredi, au Café des artistes de la Lièvre, nous allons avoir un repas-conférence. En vérité, c'est un repas-conférence qu'on a déjà fait au mois d'octobre et qu'on refait à la demande générale. C'est sur les repas sur les chantiers forestiers. Et on mélange l'histoire avec les mets que les gens vont déguster à cette époque-là. Et on est chanceux à la Société d'histoire de Buckingham parce qu'on a une copie d'un menu d'un des cuisiniers de la compagnie McLaren vers les 1906 qui nous décrit les mets extraordinaires qu'ils faisaient dans les camps à cette époque-là. Il faut comprendre que pour attirer les bûcherons, il fallait les avoir par le ventre. Donc, il fallait avoir des bons repas. Et monsieur en question, monsieur Joyce, va puiser dans des recettes des Dames de Toronto, par exemple, des 1800 quelque chose, qu'on a une copie des livres aussi. Et on va avoir donc des mets comme des puddings, des salades et des tartes extraordinaires. Je vous rappelle que c'est le 11 mars à 18h au Café des artistes de la Lièvre. Vous pouvez réserver et obtenir des informations au 819-281-1987. On va parler maintenant du Club Richelieu de Buckingham qui a donné un coup de pouce financier pour les étudiants des écoles Saint-Michel, du Sacré-Cœur ainsi que l'école secondaire Hormisdas-Gamelin en partenariat avec la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées. En effet, 4 projets seront parrainés par le Club Richelieu. La Fondation de la réussite éducative tient à les remercier chaleureusement. Pour vous expliquer les projets retenus, on peut écouter Jasmin Bellavance. En fait, c'est un montant de presque 7 500 $ qui a été remis par les Richelieu, qui va supporter 4 projets dans 3 écoles différentes. Donc, il y a d'abord l'école Saint-Michel du secteur Buckingham qui va recevoir, qui a reçu en fait à peu près 2 800 $ pour mettre en place un projet de zoothérapie avec des élèves qui ont des besoins particuliers. La zoothérapie, souvent, va réussir à créer un lien particulier, des fois avec des élèves qui, pour toutes sortes de raisons, ont un peu plus de difficultés à avoir un sentiment d'attachement, soit à l'école, soit avec leur groupe d'amis. Donc, c'est fort intéressant pour ces élèves-là. Il y a aussi un montant de 3 000 $ pour l'école du Sacré-Cœur, qui va leur permettre d'acheter des livres gradués, puis je pourrais y revenir. Et finalement, il y a l'école secondaire Hormisdas-Gamelin qui va recevoir 2 montants. Un montant de 100 $ pour une bourse pour un concours d'art oratoire et un autre montant pour l'harmonie contretemps de l'école secondaire qui va permettre d'acheter des polos pour les musiciens, mais aussi plus loin, plus tard, pour tenir une activité spéciale pour les 20 ans de l'harmonie. Centraide Outaouais lance un appel à toute la population quelques 30 jours avant la fin de sa campagne de financement. L'objectif à atteindre est de 5,1 millions de dollars et à ce stade-ci, on en est à 88,3 %. Le manque à gagner se chiffre donc à environ 600 000 $. Puisque les besoins sont importants et que Centraide appuie 75 organismes de chez nous, on voudrait être en mesure de maintenir le même financement aux organismes communautaires que l'an dernier. Si vous désirez faire un don, visitez le site Internet centraideoutaouais.com ou téléphonez au 819-771-7751. Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais, a une certaine inquiétude si l'objectif de cette année n'est pas atteint. On peut l'écouter.
Mais on a certaines inquiétudes. 600 000, près de 600 000 $ qui manquent, c'est certain que c'est un gros montant. Il reste 4 semaines. Je pense que c'est possible de se rapprocher du 5,1 millions qu'on avait fixé au départ, mais il faut quand même être réaliste. C'est un gros montant. Par contre, il y a des gens qui sont bien nantis, on a des généreux donateurs. Alors, on espère que ces gens-là vont entendre notre cri du cœur et qui vont se manifester. Alors, plus on va avoir de gens qui vont se manifester pour nous aider, plus ça va nous permettre de nous rapprocher là, vraiment de l'objectif. Et qui sait, peut-être qu'on va être en mesure de l'atteindre. Dans quelques instants, notre invitée sera Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires Basse-Lièvre. Et oui, en compagnie de Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires Basse-Lièvre. Bonsoir, Karine. Hey, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. Il y a une activité très importante, le RGA fait chaque année, et c'est la soirée reconnaissance. Et vous en allez en être à votre 3e édition. Oui. Et c'est le lancement de la période de mise en candidature. Exactement. Donc, soirée reconnaissance qui, cette année, est présentée par la Caisse des Jardins du Quart-des-Vallées et toute l'équipe. Puis, exactement, le lancement des mises en candidature est maintenant fait. Donc, les gens ont jusqu'au 18 mars prochain pour compléter le document. Donc, c'est vraiment très simple. On a des critères d'admissibilité et ils doivent tout simplement justifier leur candidature à la lumière des critères d'admissibilité, du moins de chacune des catégories. Donc, et cette année, on a également un autre partenariat, celui avec la Commission scolaire du Quart-des-Vallées, pour la catégorie PME 6915. Donc, vraiment une catégorie ciblée pour les entrepreneurs qui contribuent à l'intégration de jeunes au travail et aussi qui respectent le programme Travail-études 6915 pour la persévérance scolaire. Et votre présentateur cette année, c'est Desjardins, vous m'avez dit tantôt, et ça vient tout juste de se conclure, cette entente-là. Oui, exactement. On vient de conclure cette entente pour maintenant 2 activités, donc majeures de notre regroupement. Et on est très fiers parce que, dans le fond, ça vient vraiment rayonner au niveau des entrepreneurs et ça vient aussi solidifier le lien qu'on a établi depuis un certain temps avec Desjardins. Et pour parler des candidatures, vous me disiez qu'il y a beaucoup de critères d'admissibilité. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est déjà bon en partant? Quel genre de candidature vous recherchez? En fait, toutes les candidatures sont bonnes tant aussi longtemps que l'entreprise est membre du regroupement des gens d'affaires et aussi qu'il y a une place d'affaires ouverte au public sur le territoire. Donc, je rappelle le territoire qui est Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien. Donc, dans ce territoire-là, toutes les entreprises peuvent être membres du RGA. Donc, juste, compléter le formulaire d'adhésion, régler la cotisation s'il y en a une, et ensuite, ils vont être en règle pour faire leur mise en candidature. Est-ce que les commerces de la région font beaucoup partie du RGA ou dans le sens, est-ce que c'est tous les commerces qui sont membres du RGA? En fait, on a beaucoup de travail de développement des affaires à continuer à maintenir. Je vais vous dire, notre succès, c'est vraiment le bouche à oreille. Puis, je vais vous dire, c'est vraiment avec les membres qu'on a au conseil d'administration qui, eux, voient justement l'avantage parce qu'ils s'impliquent, puis ils participent aussi à l'ensemble des décisions aussi du RGA et fait en sorte que c'est eux aussi qui viennent parler du RGA à leurs collègues ou en fait dans leur réseau. Le RGA compte un peu plus maintenant de 100 membres, soit organismes communautaires aussi, on en a, entreprises ou encore professionnels, travailleurs autonomes aussi. Et on accepte même les gens qui sont à l'extérieur du territoire, soit Gatineau. Le seul inconvénient, effectivement, c'est ça, c'est le fait que ces entreprises-là, il faut absolument qu'il y ait une place d'affaires sur la Basse-Lièvre pour pouvoir donner leur candidature. Le nombre qu'on compte, en fait, comme membres, c'est quand même sur un ratio d'un peu plus de 450 entreprises à travers le territoire. Donc, c'est pour ça que d'entrée de jeu, je disais qu'on a vraiment du beau travail à faire en développement des affaires.
Vous m'avez surpris là, en mentionnant qu'il y a des organismes communautaires qui sont membres du RGA. Ça Exactement. me surprend, je ne savais pas. Bien, en fait, je vais vous l'apprendre, mais oui, la télévision communautaire est membre du RGA, a acquitté sa cotisation. On a aussi comme organisme la coopérative funéraire. C'est un organisme à but non lucratif, la coopérative. Et il y en a quelques-uns comme ça qui sont membres. Puis, on y va au rayonnement. Quels sont les avantages pour une entreprise ou un organisme d'être membre du RGA? Oui, en fait, c'est la bonne question que la plupart des gens nous posent comme question. En fait, nous, d'entrée de jeu, on est vraiment là pour offrir un réseau de contacts et aussi, tout simplement, briser l'isolement que les gens d'affaires peut-être ont. C'est une particularité peut-être qu'on voit moins ou qu'on est moins conscient. En fait, oui, la plupart des gens d'affaires rentrent au travail, sortent et ont aussi leur réseau de contacts. Maintenant, moi, c'est plus pour les mettre en contact avec les gens de leur secteur. Donc, d'apprendre vraiment sur les autres entreprises qui ont, et aussi par le fait de créer des activités. Ça fait vraiment un côté de social qui est tout à fait différent et agréable aussi. L'année dernière, j'étais allé faire un tour à la soirée. J'avais trouvé ça très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite surprise ou quelque chose qu'on va pouvoir voir? Non, pas pour l'instant. Par contre, je vais vous inviter à la soirée de dévoilement des finalistes qui va se faire le 22 mars prochain, justement dans l'une des succursales de la Caisse des Jardins du Quart des Vallées. Donc, le lieu va être précisé au moment opportun. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir, un mois, par exemple, un jour pour jour, vous dévoiler un petit moment ou un petit scoop de notre soirée reconnaissance. Donc, rapidement, les gens, s'ils veulent de l'information, il y a un site Internet pour le regroupement. Exactement. Ils peuvent aller sur le www.rgabl.com ou encore sur notre Facebook. On a beaucoup d'informations. Numéro de téléphone 281-90-57. Karine Lauzon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et c'est maintenant la chronique sport avec Monsieur Sport François Croteau. Bonsoir François. Bonsoir Martin. Ça va bien? Ah oui, très bien, merci. Avec toute la neige qu'on va recevoir au cours des prochaines heures, on va commencer avec le ski de fond. Oui, effectivement. Puis c'est une chance que la tempête n'est simplement prévue que pour demain parce que la grosse compétition au niveau du ski tour, le sprint, ça avait lieu cet après-midi. Du côté là, du parc Jacques-Cartier, c'était une première, là, on peut dire canadienne, d'avoir un événement sanctionné là, de la Fédération internationale de ski. Et écoutez, il y avait le contingent canadien s'est amené ici avec en tête Alex Harvey, Len Vlajas, Devon Kershaw et Ivan Babinov. Et on va y aller parce que les résultats sont rentrés là, tout juste avant qu'on rentre en nombre. Alex Harvey s'était qualifié au 15e rang et il a terminé 11e. C'est quand même une bonne performance. C'est le Russe Sergei Ustiugov qui a terminé premier. Il faut souligner aussi qu'il y avait des athlètes là, locaux qui participaient. Il y a Simon Lapointe qui a terminé 71e. Et Patrick Stewart-Jones, qui lui a terminé 84e. Et comme il disait, lui, hier, lorsqu'il a été rencontré, pour lui, une épreuve de la Coupe du monde qui se déroulait dans son patelin, il dit même, j'aurais jamais pu rêver à ça. Alors, c'est quand même, là, c'est une très belle initiative. Et ce qui veut s'en suivre de ça, c'est que l'organisateur, M. Claude Laramée, lui, il aimerait ça qu'on puisse peut-être avoir un centre national d'entraînement pour le ski de fond, étant donné qu'on a justement là, le parc de la Gatineau avec ses 200 km de piste. Ski de fond Canada a dit, bien, écoutez, on n'a pas vraiment de budget parce qu'il y a déjà 3 centres nationaux d'entraînement. Sauf qu'il a dit, bien, si les clubs de ski de fond se mettent ensemble, puis ils nous font une proposition pour un programme de 10 ans, nous autres, on est à l'écoute. Donc, la porte est ouverte de ce côté-là. Mais on peut dire qu'ici, en Outaouais, ça serait un endroit idéal avec tout ce qu'on a. Ah, bien, effectivement. Écoutez, il y a quand même, là, c'est le centre-ville, là, je veux dire. Il y a un camp d'entraînement à Thunder Bay, il y a un camp d'entraînement aussi à Saint-Fréol-les-Neiges, puis à Canmore, en Alberta.
oui, ça serait effectivement l'endroit idéal. Et il y a la Gatineau-Lopette qui est un autre événement connu. Oui, c'est un événement de grande envergure. On sait qu'il y avait plus de 2000 skieurs qui ont participé en fin de semaine, qui ont eu quand même des conditions là, idéales pour le ski de fond. Au niveau de la course de 51 km là, qui débutait à Chelsea pour se terminer à Gatineau dans le secteur de Hull, ben, c'est 3 Canadiens qui l'ont emporté, là, Scott Hill, Julian Lockie et Ian Murray. Alors, on félicite tout le monde là, qui ont participé à ça et on leur souhaite une bonne chance parce que ça va revenir déjà, on sait que ça revient l'an prochain. Au hockey, les Flames de Gatineau, dernière partie de la saison? Oui, effectivement, demain soir, ils vont prendre la direction de Saint-Jérôme pour le match ultime de la saison. Commentaire, là, c'est sûr, ça a été une saison difficile. On s'y attendait là, du côté des Flames, mais je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi pire que ça, si je peux dire. C'est sûr que l'équipe a joué de malchance parce qu'il y a eu facilement 7 ou 8 parties où il menait, où le pointage était égal à la fin de la deuxième période, mais l'équipe s'effondrait en troisième période. Ils ont perdu quelques matchs par un point. Et ça aurait peut-être pu faire la différence, justement, dans la course là, pour la 5e position qui permettait là, d'accéder aux séries éliminatoires. Mais ça sera, écoutez, on va évaluer ça là, du côté des Flames, puis on regardera ça pour l'an prochain. Là, au moins, la fondation est ici, bien, il s'agira de construire dessus maintenant. Et le tournoi de Buckingham. Oui, effectivement, on sait que c'était la première semaine d'activité. Les activités se poursuivent cette semaine. Et il y a quand même des équipes de l'Outaouais là, qui ont bien fait. Dans la catégorie Midget 2B, ben, les ambassadeurs de Gatineau ont subi la défaite en finale contre les représentants de Boisbriand. Dans le Midget B, c'est une victoire du Blainville par le pointage de 4-2 contre les Rapides de la Lièvre. Dans le Pee-Wee-A, c'est les Lorraine qui l'ont emporté 4-2 également contre les Jets de la Lièvre. Et dans le Pee-Wee-B, ben, c'est une équipe de la région. Ce sont les Seigneurs de la Petite Nation qui l'ont emporté 2-1 contre les Barons de Gatineau. Alors, on voit quand même, lorsque les équipes se rendent en finale, ben, c'est quand même intéressant pour l'organisation du tournoi. Puis, on félicite toutes les équipes participantes. Puis, comme je vous le dis, là, ça se poursuit cette semaine. Donc, dimanche après-midi, il y aura les finales là, du côté du centre sportif ici à Buckingham. Les Vikings passent en deuxième ronde. Oui, ils ont remporté leur première série par la marque de 4-1 là, contre les Bandits de Cumberland. On sait qu'ils sont à la défense là, de leur titre de l'an dernier. Il faut souligner la performance là, rapidement. Jérémy Roy qui a marqué 5 buts lors de ces 5 matchs-là. Donc, c'est à suivre. On n'a pas encore l'horaire pour les prochains matchs, mais ça va jouer là, du côté de Papineauville à l'aréna Lucien Malo. Oui. L'Intrépide qui remporte sa série contre Rivière-du-Loup. Oui, on sait que c'est les premières séries là, dans le Midget 3A. C'est pas facile parce que ce sont des 3 de 5. Et étant donné qu'on jouait contre Rivière-du-Loup, ben c'était 2 parties à domicile où les 3 autres devaient se jouer aussi à Rivière-du-Loup, question de distance. Et comme la série avait été égale 1-1 dans les 2 premiers matchs, ben on se disait en gagner 3 du côté de Rivière-du-Loup, ça serait difficile. Bien, finalement, ils ont réussi à passer à travers et ça s'est terminé avec un blanchissage. Donc, les Intrépides vont accéder à la seconde ronde. Tu vas nous parler de curling. Oui, effectivement. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, il y a le Brier qui s'en vient. Et puis, au niveau du championnat senior, ben, c'est l'équipe Faggy qui a triomphé par la marque de 5-3. Donc, ils s'en vont au championnat canadien du côté de Digby. Rappelons que l'équipe se compose de Richard Faggy, Guy Charrette, Robert Perriard et Wayne Ruggles. Et du côté aussi féminin, ben, il faut mentionner la victoire de la Tursoise, ou Tursoise, oui. Madame Catherine Déric, et son équipe était complétée de Sylvie Daniel, Chantal Gadois et Cheryl Morgan. Et eux, ça a été un peu plus facile. Ils ont gagné 9-2 la finale en 6 bouts. Alors, eux autres aussi ont leur billet pour Digby, Nouvelle-Écosse. On change de sport, on parle de tennis avec les Futurs.
Oui, ça revient encore cette année. C'est le tournoi qui a lieu à la Sportec du côté du secteur de Hall. Écoutez, c'est sanctionné par la Fédération. C'est un tournoi majeur. C'est sanctionné par la Fédération internationale de tennis. Il y a une bourse de 25 000 US. Du côté là, des joueurs qu'on attendait, on attendait Philippe Bester, un Canadien. Lui, il est âgé de 27 ans. Il ne sera pas ici parce qu'il s'en va aider le Canada là, dans le tournoi de la Coupe Davis en Guadeloupe. Alors, on voit là, quand même, là, le tournoi attire de grands noms. Il est remplacé par Philippe Péliot. Et je veux souligner qu'il y a les étoiles montantes, là, des jeunes âgés de 15 et 16 ans qui ont très bien fait sur la scène internationale, qui vont être ici. Félix Auger-Aliciam et Denis Chapeau-Valoff. Et il y a des espoirs locaux. Il y a Zachary Poulet-Laplante, Sébastien Collard, qui s'est d'ailleurs qualifié, là, qui joue cette semaine, Nicèse Mouamba et Malik Batnagar. Donc, du côté de la Sportec, cette semaine, si vous voulez aller faire un tour, il y a du très bon tennis. Je veux te dire un petit commentaire. Je trouve ça, ta prononciation avec tous les noms compliqués que tu peux me sortir dans une chronique, je trouve ça très bien. On va dire, ma pratique, j'en dors même pas la nuit, non, c'est pas vrai. Là. Mais mes voisins sont amenés de m'entendre crier de sortes de noms comme ça. Ouais. Il y a un sport dont tu veux nous parler qui feste là-bas. Oui, effectivement, on n'a pas eu le temps d'en parler à la dernière émission. On sait que Danick Croteau, qui est originaire de Buckingham, s'en allait au casino, là, au Hilton du Lac-Limé, disputer son premier combat professionnel. Il l'a emporté par décision unanime contre Rodrigo Almeida. Il l'a envoyé au tapis. Regarde, vois-tu encore? Oui. Il l'a envoyé au tapis 2 fois dans la première ronde. Et on sait qu'après 3 knockouts envoie au tapis dans la même ronde, bien, le combat est fini. Mais il s'est repris, mais il a quand même là, gagné son premier combat professionnel, donc c'est un nom à suivre. En quelques secondes, oui. Le demi-marathon pour la santé. Oui, c'est la Fondation de la santé de Papineau. C'est la 5e édition. Je rappelle, ça va avoir lieu du 12 au 16 juin dans le secteur Buckingham. On va pouvoir y revenir, mais ce qui est important, c'est que si vous inscrivez maintenant, bien, vous pouvez profiter d'une espèce de rabais pré-vente. Il y a aussi, si on s'inscrit en famille, vous allez avoir un rabais de 15 %. Donc, c'est le temps là, de le faire. Et on peut aller sur le site web Fondation Santé de Papineau, tout en un mot.ca. Et puis là, on clique sur les onglets, on va arriver à l'événement de demi-marathon. Mon cher François, merci beaucoup pour ta participation. Encore une fois, cette semaine, on se revoit mardi prochain. Ah ben ça va me faire plaisir. Merci François. Alors, c'est déjà tout pour notre émission pour aujourd'hui, mardi. Donc, on vous recommande d'être très prudent sur les routes au cours des prochaines heures. Bonne soirée. Au revoir. Après la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment qui a servi pour le projet 29 sur la rue Paluc sera vendu à une compagnie britannique qui va le transformer en usine de production de produits en plastique. Puis ensuite, quand la guerre est finie, ils ont changé ça pour une usine de plastique. C'était grand, ça, c'était épouvantable. Ils ont fait une belle entrepôt là-dedans, là, puis on travaillait 2 jours. Fait que on avait un bon salaire, mais moi, ils en avaient trop, là, puis ils m'ont offert parce que c'était la dernière rentrée. Quand on arrivait à l'usine, d'abord, on remplaçait le corps de travail qui venait de finir. On montait sur notre petit banc, là, puis on commençait à travailler. Puis on avait une pause dans l'avant-midi. On avait notre heure de dîner. Mais des fois, nous autres, les femmes, on ne travaillait pas de nuit. On travaillait le soir et le jour. On avait notre dîner, puis on finissait à 4 heures. On avait une pause l'après-midi aussi.
moi, je travaillais sur les presses. Il y avait plusieurs départements. Il y avait la place où ils faisaient... C'était des préformes qu'on appelait. Ça, nous autres, on disait des pilules. C'était des morceaux de poudre pressés pour faire un morceau de plastique. Puis on mettait ça comme dans un petit fourneau pour les faire chauffer. Puis après ça, on ouvrait les presses. On mettait le morceau, il fallait le mettre à la bonne place. Puis là, on fermait la presse, puis encore, on avait tant de temps pour le laisser cuire, puis là, on le sortait. Il y en a d'autres qui faisaient des cabarets, toutes sortes de petits morceaux, des wall plates, des marettes. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient. Ça, c'était dans les presses. Après ça, il y avait la finition, puis l'empaquetage. Je vais vous dire quelque chose, on sortait de là avec une odeur de plastique. Fait que fallait changer quand on arrivait chez nous. Ça m'a ouvert des horizons, j'ai connu d'autres mondes, j'ai connu d'autres choses. Non, c'était des belles années, travailler là.